et bienvenue dans cette nouvelle émission de 12e Homme, le 12e Homme saison 2. On vous a laissé un petit moment, on est content aujourd'hui de revenir, de venir vous retrouver. Donc aujourd'hui sur le plateau, que des habitués. Loïc, bonjour Loïc. Bonjour Mathéo. Puis Théo évidemment, salut Théo. Salut Mathéo. Corentin, Dorian, salut les gars. Salut Mathéo. Salut amigo. Aujourd'hui donc on commencera avec Dorian, mois de janvier qui dit mois de janvier dit Mercatour, non ? Oui, mais pas tout de suite, Mathéo. Avant le retour du Mercato, on va faire une petite entorse à la règle. Je voudrais qu'on commence par une déclaration du milieu de l'Olympique lyonnais, Thiago Mendes. En conférence de presse, le Brésilien a indiqué que le groupe lyonnais n'avait, je cite, qu'un seul objectif, gagner le championnat. On est à environ mi-parcours. Selon vous, chers camarades, le Lyon de Rudy Garcia, champion de France, c'est possible? Ou est-ce que vous avez d'autres favoris? On pense évidemment à Paris, ou même au LOSC de Christophe Galtier. Théo, par exemple? Non, mais en fait, c'est tout à fait logique parce que Lyon déjà réalise une belle saison. Ils viennent d'en passer 5 à Saint-Etienne, donc dans un derby, c'est toujours quand même marquant. Ils ont l'effectif qu'il faut, ils se sont bien renforcés, du moins cet hiver, avec notamment Slimani qui est arrivé à la place de Dembélé. Garcia, je ne suis pas le premier fan, mais force est de constater que quand même ce qu'il arrive à mettre en place à Lyon pour cette saison est intéressant, voire très intéressant. Et puis surtout, ils ont réussi, et c'est là ce qui fait toute la différence, à conserver Houssem Aouar et Memphis Depay cet été. Donc forcément, ça leur offre encore plus d'opportunités, plus de qualité, plus de talent. Et ça fait la différence, du moins sur cette première partie de saison. Et ils profitent aussi peut-être d'un PSG un petit peu plus, on va pas dire faiblard, mais qu'on a l'impression qu'il a subi le contre-coup du Final 8. Oui, bien sûr. De toute façon, on l'a vu avec le limogeage aussi de Thomas Tuchel. Mauricio Pochettino est arrivé en décembre. Il faut que le collectif reparte. Et puis, ils ont aussi subi pas mal de blessures, de suspensions. Ils n'ont jamais eu trop leur effectif au complet. Paris a toujours également la tête tournée vers la Ligue des Champions. Donc, on sait que ce n'est pas leur priorité comparé aux joueurs lyonnais. Donc, Ok, et concernant le maintien, on voit, Mathéo, on voit 4 équipes qui se dégagent principalement comme favoris entre guillemets à la descente, on va dire Nîmes, Dijon, Nantes et Lorient. T'es 2 candidats pour une descente directe? Moi j'aurais tendance à dire Nîmes déjà en premier lieu, Nîmes parce que Nîmes franchement c'est dur dans le jeu, c'est très très dur. Il se passe pas grand chose. Arpinon a eu du mal à prendre la suite de Blacard, j'ai l'impression. C'est pas qu'une impression. C'est pas qu'une impression évidemment, c'est très très dur. Et après, moi j'aurais tendance à dire Lorient parce que Lorient c'est quand même un mercato raté avec Gerbich notamment. Et puis on sent que Pélissier c'est quand même plus compliqué cette année. Oui. merci pour cette intervention. Bon allez, on passe maintenant au grand retour du Mercato. On commence par un départ que l'on se voyait se profiler depuis plusieurs semaines, si ce n'est depuis plusieurs mois. Ce départ, c'est celui du milieu de terrain de l'OM, Morgan Sanson, qui a signé un contrat de 4 ans et demi avec Aston Villa, club de Première Ligue. Le montant de la transaction s'élève à un peu moins de 16 millions d'euros hors bonus, et Marseille chercherait actuellement un remplaçant à Morgan Sanson. Théo, une perte pour l'OM, mais une perte inévitable. Une perte inévitable, et puis c'était le joueur qui était annoncé le plus souvent sur le départ ces derniers mercatos. On sait qu'il était un peu bankable quand même en Angleterre. Il part à une somme inférieure à ce qui était annoncé précédemment, mais je pense que aussi on ne sait pas si véritablement il y a eu une offre un jour d'au moins 25 voire 30 millions d'euros. C'était plus des bruits, je pense, qu'une offre véritable. Ensuite, ça reste quand même plutôt bien vendu comparé à ce qu'on l'avait acheté. Sanson, en 4 ans, il nous a quand même bien apporté, il ne faut pas l'oublier. On attendait peut-être encore plus, ce qui passe un palier, qui passe un cran, qui devient international en équipe de France aussi, je pense. Il stagnait, là, cette année, il stagnait. On ne sentait plus de marge de progression réelle. Donc je pense que pour lui, c'est une bonne chose de partir, découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture. En plus avec Grealish, Traoré. Tout à fait. Et puis bon, il est quand même en première ligue, donc aussi au niveau visibilité, c'est très intéressant pour lui. Et peut-être que c'est ce qu'il lui fallait pour enfin montrer la pleine mesure de son potentiel. Puis il a le profil pour jouer en première ligue, un peu box-to-box. Je pense que c'est un milieu qui pourrait effectivement s'épanouir en PL. On se souvient de Jordan Verretou, pour qui Aston Villa était aussi un tremplin dans sa carrière.
Et décidément, l'OM a décidé de dégraisser, puisqu'après un accord à l'amiable, l'attaquant grec Kostas Mitroglou a pu s'engager avec l'Aris Salonique pour 18 mois. Ce départ permet au club marseillais d'économiser près de 300 000 € de salaire mensuel. Bon vent, Kostas. On part maintenant à Londres avec un potentiel joli coup pour Arsenal. L'équipe de Mikel Arteta va pouvoir compter sur le Norvégien Martin Odegaard pour les 6 prochains mois. Très peu utilisé par Zidane au Real Madrid, Odegaard tentera avec ce pré-court de confirmer son très bon exercice 2019-2020 du côté de la Real Sociedad. 8 ans et puis s'en va, arrivé à Arsenal en 2013 en provenance du Real Madrid. Mesut Özil a quitté les Gunners, direction Istanbul et plus précisément Fenerbahçe pour l'ancien international allemand. Le joueur qui fut un temps manquera sûrement aux supporters d'Arsenal. Son salaire de 19 millions d'euros annuels, probablement un peu moins. Corentin, Mesut Özil, Arsenal, il était temps que l'histoire se termine. Bien sûr. Il était en train de cirer le banc. Enfin, même pas, il cirait même pas le banc en fait, il cirait les tribunes. Et donc voilà. C'est une histoire qui se termine un peu en autre boudin. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que Ozil a quand même fait beaucoup pour le club, mais le club a fait beaucoup pour son compte en banque. Donc c'est donnant quoi. Fenerbahçe qui, pour la petite anecdote, a demandé à ses supporters de l'aider à financer le salaire de Mesut Özil. Ouais, il sera même pas payé pendant les premiers mois. Il faut envoyer un petit SMS pour faire un don de 2 € au club. Donc même là aussi, le salaire de Mesut Özil pose encore une fois un gros problème. Et on enchaîne d'ailleurs avec un autre départ qui est lui aussi pas vraiment surprenant au vu du contexte, mais c'est en tout cas un gros coup pour l'équipe qui accueille le joueur en question. On parle ici de l'Argentin Papou Gomez qui quitte officiellement l'Atalanta Bergame pour le FC Séville en échange d'environ 8 millions d'euros, bonus compris. Le meneur de jeu de 32 ans s'est engagé pour 3 ans et demi. Et puis il a presque 38 ans, plus un cheveu sur la tête, mais s'apprête à relever un nouveau défi. L'ancien lyonnais Lisandro Lopez va découvrir le 6e pays de sa carrière. Il quitte en effet le Racing Club pour signer en MLS à Atlanta, où il retrouvera Gabriel Heinz, l'actuel entraîneur des Rouges et Noirs. Et c'est presque tout pour ce mercato, mais je vous propose de conclure sur un club qui avait été l'attraction du mercato d'été avec des recrues à l'appel, en veux-tu en voilà. Ce club, c'est Chelsea qui a enregistré une arrivée du côté de son staff, et non des moindres, puisque c'est Thomas Tuchel, l'ancien coach du PSG, de Dortmund et de Mayence, qui a pris les rênes des Blues. Il remplace ainsi Frank Lampard, évincé par la direction. Son premier match s'est d'ailleurs soldé par un nul, triste nul 0-0 contre les Wolves. Lampard méritait plus de temps, Loïc, ou est-ce que la logique de résultat immédiat devait primer ? Évidemment, vu les investissements réalisés par le club cet été, on pouvait s'attendre à de meilleurs résultats. Après, il y a pas mal de joueurs étrangers et assez jeunes comme Havertz ou Werner, qui est un peu moins jeune. Il leur faut quand même un peu de temps pour s'adapter à l'Angleterre. Lampard, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Moi, j'estime qu'il aurait pu bénéficier d'un peu plus de temps. C'est un jeune coach. Les joueurs, pareil, il y a beaucoup de recrues qui sont arrivés. Il faut quand même le temps que les automatismes se mettent en place. Après, il aurait peut-être plus fait jouer Giroud, il aurait plus gagné aussi, mais ça, c'est un autre débat. Sur Tuchel en lui-même, il a les qualités de coach pour ramener cette équipe à sa place, c'est-à-dire au moins dans le top 5. Bon, pourquoi pas, il faut lui laisser sa chance. À Dortmund, il a fait du bon travail. Mine de rien, même s'il a été critiqué, il a amené Paris en finale de Champions League et ça, on peut pas lui enlever. Donc, à voir. Merci Dorian pour le mercato. Et maintenant à ton tour Loïc. Loïc, on reçoit un invité de marque aujourd'hui. Je vais te laisser le présenter. Loïc, c'est à toi. Merci Mathéo, et pour cette première émission, premier invité, je vous propose de prendre la direction du sud de la France, et plus précisément du stade Louise Michel à Sète. Le FC Sète, club historique du football français qui a remporté plusieurs titres dans les années 30 et qui a connu dans la dernière décennie une période un peu compliquée, après une relégation administrative à la fin des années 2000. Et cette année, le FC Sète est de retour en national, et c'est ce dont nous allons parler avec son président Jean-François Gambetti. Alors bonjour Monsieur Gambetti, merci de répondre à nos questions. Alors ce week-end, c'était week-end de repos pour le FC Sète. Avant un programme chargé, vu que vous allez à Annecy, avant de recevoir 3 équipes de haut tableau que sont Quevilly, le Red Star et Bastia. Est-ce que ce déplacement à Annecy, on peut déjà parler de match charnière dans la saison, ou c'est encore un peu prématuré ? Alors, même si c'est un peu prématuré, je pense que de toute façon, vu le dernier résultat et vu qu'on a fait beaucoup de nuls consécutifs, donc on ne marque plus de 5 matchs, donc il serait temps effectivement de faire un résultat à Annecy qui est un promu également, donc ici on va jouer le maintien. Donc ce serait bien déjà de se mettre pour la confiance avec un résultat là-bas.
comme vous le disiez, on va recevoir effectivement Quevilly avant d'aller au Red Star et de recevoir le Sporting. Donc, ouais, le programme chargé, mais avec de la confiance parce qu'on récupère quand même nos blessés. On a fait quand même certaines recrues qui sont intéressantes et qui vont apporter au niveau offensif. Justement, plusieurs renforts vous ont rejoint cet hiver, et notamment des renforts offensifs. C'est des joueurs qui manquaient pour que Sète puisse respirer un peu plus dans ce championnat du national et se donner un peu d'air au classement avec la zone de relégation. Et exactement, en plus, on le voit, c'est un championnat extrêmement serré, donc il faudrait une petite série pour pouvoir un petit peu recoller dans le milieu de tableau et puis être un peu plus serein. Effectivement, depuis le départ de Warren Caddy au Paris de club, il nous manque ce point d'ancrage au niveau offensif qui nous a fait défaut en fait. Donc après il y a eu aussi le départ de Tony Patrao qui nous a quitté début janvier parce que très classe il nous a dit que vous n'avez pas été à la hauteur de nos attentes. Donc il nous a quitté comme un accord. Je reconnais son professionnalisme dans cette décision. Et donc effectivement, il y a eu comme recrue Daouda Gaye qui est venu de Rodez, qui vont malheureusement des problèmes à se blesser, qui vont faire comme ça. Nous avons le petit Elisor le jeune Elisor qui vient d'Ajaccio, qui est en prêt également, et puis Aymen Souda qui nous avons recruté, qui venait de toutes les livres qui venait d'Écosse. L'objectif cette année, évidemment, c'est le maintien. Vous êtes promu. Et sur le long terme, quels sont les objectifs de se maintenir progressivement en national avant de peut-être viser plus haut? Alors très clairement, effectivement, cette année, avec les maintien, je pense qu'on est là aussi pour apprendre. Hein. Ça faisait 11 ans que notre stade n'était pas en national, donc aujourd'hui, on a recentré beaucoup sur la formation, beaucoup sur la formation des éducateurs. Donc c'est très important de repartir sur la base. Des choses faites aujourd'hui, on a une réserve compétitive. Maintenant, effectivement, on a l'objectif très clairement établi d'ici à 3 ans d'être en Ligue 2. C'est clairement établi et je pense que c'est tout aujourd'hui pour y arriver. Et puis de toute façon, c'est un championnat, vous savez, national, soit on descend, soit on monte, on n'y reste pas, c'est plutôt compliqué. C'est l'entre-deux, entre l'amateurisme et le professionnalisme, c'est parfois compliqué. Comme vous venez de le souligner à juste titre, le national a quand même une réputation de championnat économique difficile, avec peu de revenus et beaucoup de coûts de déplacement notamment, et plusieurs équipes ont déposé le bilan ces dernières saisons, comme le FC 7, mais dans un passé un peu plus lointain. Avec le huis clos et peut-être la baisse du sponsoring, ça va quand même vous arriver à vous en sortir pour un promu? Oui, là on y arrive parce qu'aujourd'hui il a fallu tout resserrer. Je suis arrivé au club il y a 2 ans, donc j'ai repris un club qui était déficitaire. Aujourd'hui on l'a rendu malgré le Covid bénéficiaire et on continue d'aller dans ce sens parce qu'on ne lâche pas le salaire. Et puis vous savez, les joueurs qui nous rejoignent actuellement sont des joueurs qui ont fait un choix sportif, ils n'ont pas un choix financier, parce que je vous assure qu'il y en a certains avec qui avaient des bien meilleures propositions que moi qui pouvais leur offrir au FSF, mais qui se sont engagés dans un projet sportif, et ça c'est très intéressant. Donc du coup, non, on tient le coup, on arrive quand même à trouver les sponsors, parce que malgré cette crise sanitaire, il y a quand même des métiers ou des entreprises où ça continue de fonctionner correctement. Donc au niveau sponsoring, on a encore de bons éléments, et puis on tient le coup avec, je vous dis, même si on a plus de petit budget national, aujourd'hui on fait les choses convenables. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que les déplacements pour nous cette année c'est très important au niveau budget. En plus de ça, si vous prenez une ligne Bordeaux-Lyon, tout est au-dessus pour nous, puisque nous sommes le seul club du Sud à être en national, hormis les clubs corses. Donc effectivement, c'est beaucoup de déplacements, mais bon, ça forge aussi, on apprend, les joueurs, ça leur apprend à être un peu plus pro dans la préparation, qu'un déplacement, ça ne fait pas comme ça, donc on essaye de faire les choses bien. Maintenant, je vous dis, on a appris, maintenant le matin c'est impératif pour le bon suivi des choses. Par contre, voilà, il ne pourra pas rester longtemps dans une dimension nationale. Aujourd'hui, vous savez, avec les dérogations du Covid, il y a quand même 9 clubs pro sur les 18, donc c'est pas évident parfois. On voit la différence, si vous voulez. Quand on va sur un terrain comme Furiani ou quand on va au Mans, on sent qu'il
Il y a une différence, mais justement, c'est très bien. On apprend et puis on arrive avec nos qualités, hein, parce qu'on a nos qualités de jeu malgré tout. En tout cas, cette envie de bien jouer, toujours. Au niveau défensif, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes gars. On fait pas mal de buts de suite et c'est pas mal. Ouais, très peu de buts pris cette saison, hein, on peut le souligner. Défense assez hermétique. Tout à fait, la défense est bonne. On a un très bon gardien, Vincent Papalardo, qui chaque fois arrive à nous faire gagner des points. Bon, ça, il a depuis très longtemps, il connaît bien. Oui, un gardien historique qui a connu les divisions inférieures et qui est monté avec le club depuis son arrivée. Il a tout fait. Mais voilà, donc voilà, il y a certains cadres qui sont là. Et puis, nous, dans le recrutement qu'on a fait cette année, on avait quand même des très bons cadres comme Alexis Sam qui venait de Nîmes, qui a fait la montée en Ligue 1 avec Nîmes. Voilà, des gens qui apportent aussi du professionnalisme à nos jeunes qui étaient amateurs. Et puis notre satisfaction quand même si on perd des joueurs, c'est quand même de les vendre. C'est-à-dire que le FC7 aujourd'hui attire quand même du monde, puisqu'on a vendu Warren Caddy et puis Thierry Cerbère débutera à la fin de la saison pour TFC. Donc tout ça c'est plutôt positif et ça attire du monde. Ça attire des joueurs d'ailleurs, d'une part, qui nous sollicitent de plus en plus au niveau des agents. Et puis là, au stade, j'ai de plus en plus de scouts qui vont voir un petit peu les joueurs. Donc on a réussi en 2 ans à recréer cette émulation qui manquait au FC7. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était très intéressant de parler national avec vous. Nouvelle saison, nouveauté, hein, donc aujourd'hui, pas de destination exotique pour Théo, mais Vigo en Espagne. Théo, c'est à toi. Hein. Alors, pas de destination exotique, mais une nationalité d'un joueur assez exotique, le Pérou, puisqu'on va parler aujourd'hui de Renato Tapia. J'ai choisi ce joueur pour y réaliser une petite analyse sur sa saison. C'est l'une des révélations de la Liga depuis son arrivée cet été au Celta en provenance de Feyenoord libre. À 25 ans, il arrive donc à un premier tournant de sa carrière. Pour les fins suiveurs du foot et donc ceux qui nous écoutent évidemment, son nom n'est pas inconnu puisque ses performances furent régulièrement soulignées à Feyenoord. Son nom fut même associé un temps à celui de l'Olympique de Marseille, et oui, qui l'aurait suivi lors du mercato hivernal de 2018, juste avant la Coupe du Monde. Et le milieu défensif n'ayant pas quitté la Hollande après que le Pérou ait participé au Mondial, il est un peu retombé dans l'oubli et il progressait plus vraiment à Feyenoord jusqu'à être mis sur le banc en fin de saison dernière, juste avant l'épidémie de Covid-19. Et puisque son contrat se terminait en juin, eh bien Tapia n'a pas décidé de prolonger à Rotterdam et surtout de vivre une nouvelle aventure à l'étranger, donc plus précisément en Espagne, en Galice, au Celta Vigo, qui flaire la bonne affaire puisque le milieu débarque libre. C'est depuis une décision que les dirigeants du club ne regrettent pas une seule seconde. Alors pourquoi ? Renato Tapia a disputé cette saison 21 matchs sur 22 possibles, toutes compétitions confondues. Et c'est très simple, il n'en a manqué qu'un seul pour une accumulation de cartons jaunes. C'est dire son importance capitale dans l'équipe, et ce peu importe si l'entraîneur soit Oscar Garcia, l'ancien coach des Verts qui l'était à Vigo jusqu'au 9 novembre dernier, ou désormais l'Argentin Eduardo Coudet. Son statut ne change pas d'un iota. C'est en résumé le numéro 6 infatigable qu'on aime voir à l'œuvre. Il est de partout du début à la fin du match, il possède une grosse activité défensive, c'est un vrai poulpe à la récupération. Et si son rôle se résume principalement au défensif, il peut même jouer donc défenseur central, une polyvalence appréciée dans le football moderne évidemment. Le Péruvien a délivré sa première passe décisive, et oui, le 20 janvier dernier contre le Betis, lors d'une défaite 2-1. Il est clair que s'il réitère ce genre de prestations, il peut espérer aller encore plus haut. Je pense notamment à des clubs qui jouent la Coupe d'Europe, comme Séville par exemple, ou Naples. C'est sans doute la meilleure recrue estivale du Celta et l'une des meilleures de Liga, puisque, rappelons-le, il était arrivé libre. Alors ses performances de haut niveau sont remarquées jusque chez lui, au Pérou bien sûr. J'ai réussi à contacter le journaliste Diego Montalvan, qui travaille notamment pour la NBC, et qui souligne que ce que réalise actuellement Tapia est très positif, évidemment tant pour lui, son équipe, que pour le Pérou. C'est très bon pour l'équipe nationale qu'il soit aussi régulier, on pense notamment aux qualifications pour la Coupe du Monde qui approche. Il est même nommé là-bas le capitaine du futur. C'est dire vraiment son statut de star, puisqu'on rappelle que celui qui porte actuellement le brassard est toujours Paulo Guerrero. Au-delà de ses qualités footballistiques, nombreux sont ceux qui reconnaissent à Renato Tapia un esprit de leader, viscéralement attaché à son pays, pour lequel il est même allé à tatouer l'emblème national sur son cœur. Tapia est tout simplement l'une des plus grandes stars et il s'est amélioré de partout, sa mentalité notamment, qui a beaucoup évolué, il a beaucoup de cran. Il le montre et c'est dans cet état d'esprit conquérant
que Renato Tapia aura à cœur de continuer ses performances qui font de lui une révélation de la Liga cette saison, pour progresser et franchir ce palier décisif qui le rangera peut-être dans la catégorie des grands joueurs, à Vigo, au Pérou ou ailleurs. Merci Théo, nouveau format donc aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, Corentin Sachet, notre chroniqueur humoriste, est toujours là. Pas de nouveau Corentin, format. bonjour. Pas de nouveau format. Bonjour, Corentin Sachet, ancien fournisseur de Maradona. Quand on m'a dit que le 12e homme allait reprendre, je ne l'ai pas cru, comme je n'ai pas cru qu'un Lorient-Dijon pouvait entraîner 5 buts. Et il y a tellement de choses à dire sur le football depuis cette épidémie. Beaucoup de choses à dire. Bon, en fait, j'ai pas suivi grand-chose, trop occupé que j'étais par profiter de la vie après avoir raté mon suicide. J'avais mis ma tête dans un four, mais c'était tellement long à chauffer que j'ai pas eu la patience et que j'ai cuisiné un rôti à la place. Un rôti cru parce qu'en fait, je n'avais pas payé l'électricité depuis ma dernière chronique. Je n'ai pas eu de revenus depuis, Mediapro m'avait promis de m'engager, mais vous connaissez les promesses des Espagnols déjà. Alors des Espagnols et des Chinois. Antonio Banderas avec un micro-pénis, personnellement, je ne fais pas vraiment confiance. Ça vous allait manquer? Bah moi aussi. Bon, parlons foot un petit peu quand même. Parce que bon, on est là pour ça. Mais le problème, c'est que le football n'a pas besoin de trublions. Il se saborde constamment lui-même. Il se maltraite. Il se fait mal volontairement et réclame constamment son coup de fouet. En fait, à force de fréquenter les boîtes échangistes et sadomaso, les dirigeants de la LFP appliquent leurs habitudes dans leur méthode de travail. Et ne me dites pas que ce n'est pas le cas. Je vous ai encore vu hier soir dans la boîte Fou de cuir de manière clandestine en criant « Liberté! Liberté !» tout en vous faisant fouetter. Ça faisait longtemps qu'ils étaient habitués au masque, les dirigeants de la LFP d'ailleurs. Bref, il était temps de revenir maître de l'ordre et surtout du désordre au moment où Canal+ vire SS en renvoyant un admirateur de De Gaulle, au moment où les stades sonnent aussi creux que le cerveau de Clinton NG, au moment où les journalistes de l'équipe sont occupés exclusivement à chercher les viandes dans les prochains tacos de Dimitri Payet, et au moment où j'ai l'inspiration d'un Balkany qui doit faire un discours à la fête de l'humain. D'ailleurs, je vais vous laisser. Merci. Merci à toi Corentin. Et puis là encore, hein, c'est devenu une tradition du 12e homme, le petit jeu du mercenaire pour clôturer l'émission. Et aujourd'hui les amis, on joue avec Alou Diarra. Alou Diarra, donc Dorian, à toi l'honneur. Contre Chelsea. Non. Allez, merci, au revoir, on sort, Je merci. suis désolé, il a absolument pas joué. C'est avec- la Sanadiara, ça. C'est la Sanadiara qu'on avait déjà fait effectivement. Non, mais Alou Diarra, il me semblait qu'on l'avait fait. Non, on l'a pas Ce qui est fait. bien, c'est qu'on fait une deuxième saison, mais On continue, mais les Diarra, il y en a beaucoup après. Hein, voilà, c'est Bon, bah c'est alors, comme les Koulibaly. malheureusement, donc Alou Diarra n'a pas joué à Chelsea, je suis désolé. Corentin, à toi. je sais qu'il a joué au Havre, il me semble. Il a joué au Havre en 2003, ouais, il était prêté à l'époque. Je vais pas vous révéler son club, mais il a joué 28 matchs en 2003. Ouais. C'est donc à moi, je vais dire, pour faire plaisir à mon ami Loïc Bessière, un club un peu puriste, Charlton Athletic. Charlton, effectivement, 45 matchs en 2015-2016. Je vais rester plus classique pour ma part et je vais dire les Girondins de Bordeaux. Girondins de Bordeaux, évidemment, hein, certainement son prime à l'époque. 2007-2011, 164 matchs pour Alou Diarra à l'époque. Quand même. Ah oui, c'est à moi. Il a pas joué. Alors, attends. Je dirais. J'ai peur. L'Olympique Lyonnais. Il a pas joué. Ah, il a non. joué à l'Olympique Il a Lyonnais. joué. Excusez-moi, il a joué à l'Olympique Lyonnais la saison 2006-2007. Il a joué 24 matchs. Merci. Je pensais que quelqu'un allait le dire avant, mais bon, forcé de constater que non, bah, l'Olympique de Marseille, bien sûr. Évidemment, l'Olympique de Marseille 2011-2012, 50 matchs pour l'OM. Alors moi je vais dire le Bayern Munich. Il a joué au Bayern effectivement en 2000-2002, mais il n'a pas joué un match officiel. Mais il était effectivement dans le Donc groupe c'est du faux. Bayern, donc ça compte. Non, ça compte évidemment. Il a joué au Bayern. Bah là, je vais sécher, je pense. Je vais dire un truc un peu au hasard. Châteauroux. Il n'a pas joué au Châteauroux, je suis désolé. Corentin, c'est une élimination. Théo? Alors j'ai deux hésitations, mais je vais tenter un truc. Ouais, on va dire c'est serré, parce que c'est la finale là. Oui, c'est la C'est finale. la ça. finale. Valenciennes. Non, Ah, non, il n'a ok. pas joué à Valenciennes. Ouais, Il a joué à un club un peu obscur de Ligue 2. Ouais, c'est- Alors, il a joué, on n'a pas parlé de Bastia, Il a joué à Bastia, on effectivement. n'a pas parlé de Louan Cuiseau, Il a joué à Louan Cuiseau. on n'a pas, on n'a pas parlé c'est, du... c'est très puriste Louan Cuiseau parce que c'était donc année 1999-2000, il a joué 3 matchs pour Louan Cuiseau. Il fallait l'avoir, celle-là fallait quand même. l'avoir. Je pense que tu as vu ma feuille avant Pas l'émission. du tout, d'ailleurs. il a joué à Lens aussi.
Il a joué à Lens, effectivement, Oui, ça. 2005-2006, 44 matchs. Si je dis pas de Pour le RC Lens. bêtises, il y a le Stade Rennais. Il a joué au Stade Rennais, en prêt d'un autre club, du coup, que je vais Est-ce pas qu'il vous révéler. reste combien de clubs il reste là? Alors, donc 2013, le Stade Rennais, 12 matchs. Il nous reste 1, 2, 3 clubs. Il nous reste 3 clubs. Liverpool. Il a joué à Liverpool, pareil, 0 match officiel, mais il a été prêté à l'époque au Havre et à Lens. Et j'ai un doute sur ce club. Il n'y a, pas un club, là. il y a pas un club du golf à Il n'a Loudière? pas joué au golf. Non, il n'y a pas. Ah ouais, non, d'accord. au golf. J'aurais dit. Personnellement, avec Laurent Blanc au golf. Dans les deux golfs en plus maintenant, il est fort, Laurent Blanc, il est fort. C'est ça. Non, j'ai pas la suite. Alors, on a Nancy, 2016-2017, 23 matchs à Nancy. On a Bastia, est-ce qu'on l'a évoqué? Oui, on Si, je l'ai dit. Bastia, on l'a Et dit. West Ham. Et on avait West Ham pour qui il a joué Ouais, 14 c'est matchs, mais du coup pour qui surtout il a été prêté au Stade Rennais à l'époque. Un peu C'est vrai. puriste. Loïc, bien, donc une victoire à plat de non, couture mais pour bravo, Loïc pour ce retour du 12e homme. West Ham, ils fournissent toujours des bons clubs au Stade Rennais, quoi. Entre lui et Diafra Sakho, on est bien. Bon, en tout cas, c'est déjà la fin de cette émission, de ce retour, Oui. ce début de deuxième saison du 12e homme. En tout cas, on était ravis de vous retrouver pour cette émission et on se retrouvera dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, bon week-end à toutes et à tous.